Bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Je vais donc commencer cette lecture d'extraits des mots de Sartre. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en 2 enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture et je n'en ai jamais vu plus de 2 à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries de Nouvel An parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé, vif, blanc, presque neuf. Ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais, mystifié, sont-ce les mêmes? Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre, dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses besicles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire. Je pensais à la messe, à la mort, au sommeil. Je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les 2 femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées. C'étaient des intruses. Et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur, exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par désœuvrement dans la chambre de sa femme et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait. Il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. « Charles !» s'écriait-elle furieuse, « tu vas me perdre ma page !» Déjà les sourcils hauts, il lisait. Brusquement, son index frappait la brochure. « Comprends pas. »« Mais comment veux-tu comprendre ?» disait ma grand-mère. « Tu lis par dedans. » Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules. Il avait sûrement raison puisqu'il était du métier. Je le savais. Il m'avait montré sur un rayon de la bibliothèque de forts volumes cartonnés et recouverts de toile brune. Ceux-là, petits, c'est le grand-père qui les a faits. Quelle fierté! J'étais le petit-fils d'un artisan spécialisé dans la fabrication des objets saints, aussi respectable qu'un facteur d'orgue, qu'un tailleur pour ecclésiastique. Je le vis à l'œuvre. Chaque année, on rééditait le Deutsches Lesebuch. Aux vacances, toute la famille attendait les épreuves impatiemment. Charles ne supportait pas l'inaction, il se fâchait pour passer le temps. Le facteur apportait enfin de gros paquets mous. On coupait les ficelles avec des ciseaux.
Mon grand-père dépliait les placards, les étalait sur la table de la salle à manger et les sabrait de traits rouges. À chaque faute d'impression, il jurait le nom de Dieu entre ses dents, mais il ne criait plus, sauf quand la bonne prétendait mettre le couvert. Tout le monde était content. Debout sur une chaise, je contemplais dans l'extase ces lignes noires, striées de sang. Charles Schweitzer m'apprit qu'il avait un ennemi mortel, son éditeur. Mon grand-père n'avait jamais su compter. Prodigue par insouciance, généreux par ostentation, il finit par tomber beaucoup plus tard dans cette maladie des octogénaires, l'avarice, effet de l'impotence et de la peur de mourir. À cette époque, elle ne s'annonçait que par une étrange méfiance. Quand il recevait par mandat le montant de ses droits d'auteur, il levait les bras au ciel en criant qu'on lui coupait la gorge, ou bien il entrait chez ma grand-mère et déclarait sombrement « Mon éditeur me vole comme dans un bois ». Je découvris stupéfait l'exploitation de l'homme par l'homme. Sans cette abomination, heureusement circonscrite, le monde eût été bien fait pourtant. Les patrons donnaient leur capacité aux ouvriers selon leur mérite. Pourquoi fallait-il que les éditeurs, ces vampires, le débarrassent en buvant le sang de mon pauvre grand-père? Mon respect s'accrut pour ce saint homme dont le dévouement ne trouvait pas de récompense. Je fus préparé de bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la littérature comme une passion. Je ne savais pas encore lire, mais j'étais assez snob pour exiger d'avoir mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d'éditeur et se fit donner les contes du poète Maurice Bouchard, récit tiré du folklore et mis au goût de l'enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d'enfant. Je voulus commencer sur l'heure les cérémonies d'appropriation. Je pris les 2 petits volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment à la bonne page, en les faisant craquer. En vain. Je n'avais pas le sentiment de les posséder. J'essayais sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les genoux de ma mère. Elle leva les yeux de son ouvrage. « Que veux-tu que je te lise, mon chéri? Les fées ?» Je demandais, incrédule, « Les fées? C'est là, dedans ?» Cette histoire m'était familière. Ma mère me la racontait souvent quand elle me débarbouillait, en s'interrompant pour me frictionner à l'eau de Cologne, pour ramasser, sous la baignoire, le savon qui lui avait glissé des mains, et j'écoutais distraitement le récit trop connu. Je n'avais Dieu que pour Anne-Marie, cette jeune fille de tous mes matins. Je n'avais d'oreille que pour sa voix troublée par la servitude. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance, vivement défaite et qui se tournait en déroute pour disparaître dans un effilochement mélodieux et se recomposer après un silence. L'histoire, ça venait par-dessus le marché. C'était le lien de ces soliloques. Tout le temps qu'elle parlait, nous étions seuls et clandestins, loin des hommes, des dieux et des prêtres. 2 biches aux abois, 2 biches au bois, avec ces autres biches, les fées. Je n'arrivais pas à croire qu'on eût composé tout un livre pour y faire figurer cet épisode de notre vie profane qui sentait le savon et l'eau de Cologne. Anne-Marie me fit asseoir en face d'elle, sur ma petite chaise. Elle se pencha, baissa les paupières, s'endormit. De ce visage de statue sortit une voix de plâtre. Je perdis la tête. Et qui racontait? Quoi? Et à qui? Ma mère s'était absentée. Pas un sourire, pas un signe de connivence. J'étais en exil. Et puis je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance? Au bout d'un instant, j'avais compris. C'était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'était de vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches en mots inconnus. Elles s'enchantaient d'elles-mêmes et de leurs méandres, sans se soucier de moi. Quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. Assurément, ce discours ne m'était pas destiné. Quant à l'histoire, elle s'était endimanchée. Le bûcheron, la bûcheronne et leur fille, la fée, toutes ces petites gens, nos semblables, avaient pris de la majesté. On parlait de leur guenille avec magnificence. Les mots déteignaient sur les choses, transformant les actions en rites et les événements en cérémonies. Quelqu'un se mit à poser des questions.
L'éditeur de mon grand-père, spécialisé dans la publication d'ouvrages scolaires, ne perdait aucune occasion d'exercer la jeune intelligence de ses lecteurs. Il me sembla qu'on interrogeait un enfant. À la place du bûcheron, qu'eût-il fait? Laquelle des deux sœurs préférait-il? Pourquoi? Approuvait-il le châtiment de Babette? Mais cet enfant n'était pas tout à fait moi, et j'avais peur de répondre. Je répondis pourtant. Ma faible voix se perdit, et je me sentis devenir un autre. Anne-Marie aussi, c'était une autre, avec son air d'aveugle extra-lucide. Il me semblait que j'étais l'enfant de toutes les mères, qu'elle était la mère de tous les enfants. Quand elle cessa de lire, je lui repris vivement les livres et les emportai sous mon bras sans dire merci. À la longue, je pris plaisir à ce déclic qui m'arrachait de moi-même. Maurice Bouchard se penchait sur l'enfance avec la sollicitude universelle qu'ont les chefs de rayon pour les clientes des grands magasins. Cela me flattait. Aux récits improvisés, je vins à préférer les récits préfabriqués. Je devins sensible à la succession rigoureuse des mots. À chaque lecture, ils revenaient, toujours les mêmes et dans le même ordre. Je les attendais. Dans les contes d'Anne-Marie, les personnages vivaient au petit bonheur, comme elle faisait elle-même. Ils acquirent des destins. J'étais à la messe. J'assistais à l'éternel retour des noms et des événements. Je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle. Je m'emparai d'un ouvrage intitulé « Tribulation d'un Chinois en Chine » et je l'emportai dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un licage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontais une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes. On me surprit, ou je me fis surprendre, on se récria, on décida qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène, j'allais jusqu'à me donner des leçons particulières, je grimpais sur mon licage avec 100 familles d'Hector Malot, que je connaissais par cœur, et, moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lire. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers, ces voix que mon grand-père ranimait de son regard, qu'il entendait, que je n'entendais pas. Je les écouterais, je m'emplirais de discours cérémonieux, je saurais tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. C'est ce qui m'a fait. Plus tard, j'ai 100 fois entendu les antisémites reprocher aux Juifs d'ignorer les leçons et les silences de la nature. Je répondais, en ce cas, je suis plus juif qu'eux. Les souvenirs touffus et la douce déraison des enfances paysannes, en vain les chercherai-je en moi. Je n'ai jamais gratté la terre ni quêté des nids. Je n'ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne. La bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir. Elle en avait l'épaisseur infinie, la variété, l'imprévisibilité. Je me lançais dans d'incroyables aventures. Il fallait grimper sur les chaises, sur les tables, au risque de provoquer des avalanches qui m'eussent enseveli. Les ouvrages du rayon supérieur restèrent longtemps hors de ma portée. D'autres, à peine je les avais découverts, me furent ôtés des mains. D'autres, encore, se cachaient. Je les avais pris, j'en avais commencé la lecture, je croyais les avoir remis en place, il fallait 1 semaine pour les retrouver. Je fis d'horribles rencontres. J'ouvrais un album, je tombais sur une planche en couleur, des insectes hideux grouillaient sous ma vue. Couché sur le tapis, j'entrepris d'arides voyages à travers Fontenelle, Aristophane, Rabelais. Les phrases me résistaient à la manière des choses. Il fallait les observer, en faire le tour, feindre de m'éloigner et revenir brusquement sur elles pour les surprendre hors de leur garde. La plupart du temps, elles gardaient leur secret. J'étais la Pérouse, Magellan, Vasco de Gama. Je découvrais des indigènes étranges, Eoton Timorouménos, dans une traduction de Terence en alexandrin. Idiosyncrasie, dans un ouvrage de littérature comparée. Apocope, chiasme, parangon, 100 autres cafres, impénétrables et distants, surgissaient au détour d'une page et leur seule apparition disloquait tout le paragraphe. Ces mots durs et noirs, je n'en ai connu le sens que 10 ou 15 ans plus tard, et même aujourd'hui, ils gardent leur opacité. C'est l'humus de ma mémoire. La bibliothèque ne comprenait guère que les grands classiques de France et d'Allemagne. Il y avait des grammaires aussi,
quelques romans célèbres, les contes choisis de Maupassant, des ouvrages d'art, un Rubens, un Van Dyck, un Dürer, un Rembrandt, que les élèves de mon grand-père lui avaient offert à l'occasion d'un nouvel an. Maigre univers. Mais le grand Larousse me tenait lieu de tout. J'en prenais un tome au hasard, derrière le bureau, sur l'avant-dernier rayon. A. Bello, Belloc, C-H, ou C-I-D, ou Mel, P-O, ou P-R-Z. Ces associations de syllabes étaient devenues des noms propres qui désignaient les secteurs du savoir universel. Il y avait la région C-I-D, la région P-R-Z, avec leur faune et leur flore, leurs villes, leurs grands hommes et leurs batailles. Je le déposais péniblement sur le sous-main de mon grand-père, je l'ouvrais, j'y dénichais les vrais oiseaux. J'y faisais la chasse aux vrais papillons posés sur de vraies fleurs. Hommes et bêtes étaient là, en personne. Les gravures, c'était leur corps. Le texte, c'était leur âme, leur essence singulière. Or, les murs ont rencontré de vagues ébauches qui s'approchaient plus ou moins des archétypes sans atteindre à leur perfection. Au jardin d'acclimatation, les singes étaient moins singes. Au jardin du Luxembourg, les hommes étaient moins hommes. Platonicien par état, j'allais du savoir à son objet. Je trouvais à l'idée plus de réalité qu'à la chose, parce qu'elle se donnait à moi d'abord et parce qu'elle se donnait comme une chose. C'est dans les livres que j'ai rencontré l'univers, assimilé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore. Et j'ai confondu le désordre de mes expériences livresques avec le cours hasardeux des événements réels. De là vint cet idéalisme dont j'ai mis 30 ans à me défaire. Le deuxième extrait est de la deuxième partie, écrire. Charles Schweitzer ne s'était jamais pris pour un écrivain, mais la langue française l'émerveillait encore à 70 ans, parce qu'il l'avait apprise difficilement et qu'elle ne lui appartenait pas tout à fait. Il jouait avec elle, se plaisait aux mots, aimait à les prononcer et son impitoyable diction ne faisait pas grâce d'une syllabe. Quand il avait le temps, sa plume les assortissait en bouquets. Il illustrait volontiers les événements de notre famille et de l'université par des œuvres de circonstance, vœux de nouvel an, d'anniversaire, compliments au repas de mariage, discours en vers pour la Saint-Charlemagne, scénettes, charades, bourrimées, banalités affables. Dans les congrès, il improvisait des quatrains, en allemand et en français. Au début de l'été, nous partions pour Arcachon, les deux femmes et moi, avant que mon grand-père eût terminé ses cours. Il nous écrivait 3 fois la semaine, 2 pages pour Louise, un post-scriptum pour Anne-Marie. Pour moi, toute une lettre en vers. Pour me faire mieux goûter mon bonheur, ma mère apprit et m'enseigna les règles de la prosodie. Quelqu'un me surprit à gribouiller une réponse versifiée. On me pressa de l'achever, on m'y aida. Quand les 2 femmes envoyèrent la lettre, elles rirent aux larmes en pensant à la stupeur du destinataire. Par retour du courrier, je reçus un poème à ma gloire. J'y répondis par un poème. L'habitude était prise, le grand-père et son petit-fils s'étaient unis par un lien nouveau. Ils se parlaient, comme les Indiens, comme les maquereaux de Montmartre, dans une langue interdite aux femmes. On m'offrit un dictionnaire de rimes, je me fis versificateur. J'écrivais des madrigaux pour Vévé, une petite fille blonde qui ne quittait pas sa chaise longue et qui devait mourir quelques années plus tard. La petite fille s'en foutait, c'était un ange. Mais l'admiration d'un large public me consolait de cette indifférence. J'ai retrouvé quelques-uns de ses poèmes. Tous les enfants ont du génie, sauf Minou Drouet, a dit Cocteau en 1955. En 1912, ils en avaient tous, sauf moi. J'écrivais par singerie, par cérémonie, pour faire la grande personne. J'écrivais surtout parce que j'étais le petit-fils de Charles Schweitzer. On me donna les fables de La Fontaine, elles me déplurent. L'auteur en prenait à son aise, je décidai de les réécrire en alexandrin. L'entreprise dépassait mes forces et je crus remarquer qu'elle faisait sourire. Ce fut ma dernière expérience poétique. Mais j'étais lancé. Je passais des vers à la prose et n'eus pas la moindre peine à réinventer par écrit les aventures passionnantes que je lisais dans Cri-Cri.
Il était temps. J'allais découvrir l'inanité de mes songes. Au cours de mes chevauchées fantastiques, c'était la réalité que je voulais atteindre. Quand ma mère me demandait, sans détourner les yeux de sa partition, « Poulou, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'arrivait parfois de rompre mon vœu de silence et de lui répondre « Je fais du cinéma ». En effet, j'essayais d'arracher les images de ma tête et de les réaliser hors de moi, entre de vrais meubles et de vrais murs, éclatantes et visibles autant que celles qui ruisselaient sur les écrans. Vainement. Je ne pouvais plus ignorer ma double imposture. Je feignais d'être un acteur, feignant d'être un héros. À peine eus-je commencé d'écrire, je posai ma plume pour jubiler. L'imposture était la même, mais j'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses. Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. C'était la réalisation de l'imaginaire. Prise au piège de la nomination, un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin, s'introduisaient dans la salle à manger. Ils y demeureraient à jamais captifs, incorporés par les signes. Je crus avoir ancré mes rêves dans le monde par les grattements d'un bec d'acier. Je me fis donner un cahier, une bouteille d'encre violette. J'inscrivis sur la couverture « Cahier de roman ». Le premier que je menai à bout, je l'intitulai « Pour un papillon ». Un savant, sa fille, un jeune explorateur athlétique, remontait le cours de l'Amazone en quête d'un papillon précieux. L'argument, les personnages, le détail des aventures, le titre même, j'avais tout emprunté à un récit en images paru le trimestre précédent. Ce plagiat délibéré me délivrait de mes dernières inquiétudes. Tout était forcément vrai puisque je n'inventais rien. Je n'ambitionnais pas d'être publié, mais je m'étais arrangé pour qu'on m'eût imprimé d'avance et je ne traçais pas une ligne que mon modèle ne cautionnât. Me tenais-je pour un copiste? Non, mais pour un auteur original. Je retouchais, je rajeunissais. Par exemple, j'avais pris soin de changer les noms des personnages. Ces légères altérations m'autorisaient à confondre la mémoire et l'imagination. Neuve et tout écrite, des phrases se reformaient dans ma tête avec l'implacable sûreté qu'on prête à l'inspiration. Je les transcrivais, elles prenaient sous mes yeux la densité des choses. Si l'auteur inspiré, comme on croit communément, est autre que soi au plus profond de soi-même, j'ai connu l'inspiration entre 7 et 8 ans. Je ne fus jamais tout à fait dupe de cette écriture automatique. Mais le jeu me plaisait aussi pour lui-même. Fils unique, je pouvais y jouer seul. Par moments, j'arrêtais ma main. Je feignais d'hésiter pour me sentir, front sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. J'adorais le plagiat d'ailleurs, par snobisme, et je le poussais délibérément à l'extrême, comme on va voir. Bousnard et Jules Verne ne perdent pas une occasion d'instruire. Aux instants les plus critiques, ils coupent le fil du récit pour se lancer dans la description d'une plante vénéneuse, d'un habitat indigène. Lecteur, je sautais ces passages didactiques. Auteur, j'en bourrais mes romans. Je prétendis enseigner à mes contemporains tout ce que j'ignorais. Les mœurs des Fuégiens, la flore africaine, le climat du désert. Séparés par un coup du sort, puis embarqués sans le savoir sur le même navire et victimes du même naufrage, le collectionneur de papillons et sa fille s'accrochaient à la même bouée, levaient la tête, chacun jetait un cri « Daisy, papa !» Hélas, un squale rôdait, en quête de chair fraîche, il s'approchait, son ventre brillait entre les vagues. Les malheureux échapperaient-ils à la mort? J'allais chercher le tome PRZ du Grand Larousse, je le portais péniblement jusqu'à mon pupitre, l'ouvrais à la bonne page et copiais mot pour mot, en passant à la ligne. Les requins sont communs dans l'Atlantique tropical. Ces grands poissons de mer, très voraces, atteignent jusqu'à 13 mètres de long et pèsent jusqu'à 8 tonnes. Je prenais tout mon temps pour transcrire l'article. Je me sentais délicieusement ennuyeux. Aussi distingué que Bousnard, et n'ayant pas encore trouvé le moyen de sauver mes héros, je mijotais dans des transes exquises. Tout destinait cette activité nouvelle à n'être qu'une singerie de plus. Ma mère me prodiguait les encouragements. Elle introduisait les visiteurs dans la salle à manger pour qu'ils surprissent le jeune créateur à son pupitre d'écolier. Je feignais d'être trop absorbé pour sentir la présence de mes admirateurs. Ils se retiraient sur la pointe des pieds en murmurant que j'étais trop mignon, que c'était trop charmant. Mon oncle Émile me fit cadeau d'une petite machine à écrire dont je ne me servis pas.
Madame Picard m'acheta une map monde pour que je puisse fixer sans risque d'erreur l'itinéraire de mes globetrotters. Anne-Marie recopia mon second roman, Le marchand de bananes, sur du papier glacé. On le fit circuler. Mamie elle-même m'encourageait. Au moins, disait-elle, il est sage, il ne fait pas de bruit. Par bonheur, la consécration fut différée par le mécontentement de mon grand-père. Karl n'avait jamais admis ce qu'il appelait mes mauvaises lectures. Quand ma mère lui annonça que j'avais commencé d'écrire, il fut d'abord enchanté, espérant, je suppose, une chronique de notre famille avec des observations piquantes et d'adorables naïvetés. Il prit mon cahier, le feuilleta, fit la moue et quitta la salle à manger, outré de retrouver sous ma plume les bêtises de mes journaux favoris. Par la suite, il se désintéressa de mon œuvre. Mortifié, ma mère essaya plusieurs fois de lui faire lire par surprise Le marchand de bananes. Elle attendait qu'il eût mis ses chaussons et qu'il se fût assis dans son fauteuil. Pendant qu'il se reposait en silence, l'œil fixe et dur, les mains sur les genoux, elle s'emparait de mon manuscrit, le feuilletait distraitement, puis soudain, captivée, se mettait à rire toute seule. Pour finir, dans un irrésistible emportement, elle le tendait à mon grand-père. « Lis donc, papa, c'est très drôle !» Mais il écartait le cahier de la main, ou bien il y donnait un coup d'œil, et c'était pour relever avec humeur mes fautes d'orthographe. À la longue, ma mère fut intimidée. N'osant plus me féliciter et craignant de me faire de la peine, elle cessa de lire mes écrits pour n'avoir plus à m'en parler. À peine tolérée, passée sous silence, mes activités littéraires tombèrent dans une semi-clandestinité. Je les poursuivais, néanmoins, avec assiduité, aux heures de récréation, le jeudi et le dimanche, aux vacances et quand j'avais la chance d'être malade, dans mon lit. Je me rappelle des convalescences heureuses, un cahier noir à tranches rouges que je prenais et quittais comme une tapisserie. Je fis moins de cinéma. Mes romans me tenaient lieu de tout. Bref, j'écrivis pour mon plaisir. Ça, c'était le second. Le troisième. Je suis désolé pour les personnes debout, il y a encore 2 extraits. C'est pas facile avec cette chaleur. N'hésitez pas à partir, mais peut-être au moment entre les extraits, parce que c'est un peu perturbant sinon, pour l'amour-propre, pour la concentration. Ben voilà, je suis suivi. J'ai déclenché un mouvement. Le troisième fait 3-4 pages. Hein, attention, les dernières personnes debout, accrochez-vous. Hein. Je vous dirai quand vous... Surtout que là, maintenant, on va parler de la mort. Alors, trouver des tabourets, je ne sais pas, mais... La mort était mon vertige parce que je n'aimais pas vivre. C'est ce qui explique la terreur qu'elle m'inspirait. En l'identifiant à la gloire, j'en fis ma destination. Je voulus mourir. Parfois l'horreur glaçait mon impatience, jamais longtemps. Ma joie sainte renaissait, j'attendais l'instant de fondre où je flamberais jusqu'à l'os. Nos intentions profondes sont des projets et des fuites inséparablement liés. L'entreprise folle d'écrire pour me faire pardonner mon existence, je vois bien qu'elle avait, en dépit des vantardises et des mensonges, quelque réalité. La preuve en est que j'écris encore, 50 ans après. Mais si je remonte aux origines, j'y vois une fuite en avant, un suicide à la gribouille. Oui, plus que l'épopée, plus que le martyre, c'était la mort que je cherchais. Longtemps, j'avais redouté de finir comme j'avais commencé, n'importe où, n'importe comment, et que ce vague trépas ne fût que le reflet de ma vague naissance. Ma vocation changea tout. Les coups d'épée s'envolent, les écrits restent. Je découvris que le donateur, dans les belles lettres, peut se transformer en son propre don, c'est-à-dire en objet pur. Le hasard m'avait fait homme, la générosité me ferait livre. Je pourrais couler ma babillarde, ma conscience dans des caractères de bronze, remplacer les bruits de ma vie par des inscriptions ineffaçables, ma chair par un style, les molles spirales du temps par l'éternité, apparaître au Saint-Esprit comme un précipité du langage,
devenir une obsession pour l'espèce, être autre, enfin. Autre que moi, autre que les autres, autre que tout. Je commencerai par me donner un corps inusable, et puis je me livrerai au consommateur. Je n'écrirai pas pour le plaisir d'écrire, mais pour tailler ce corps de gloire dans les mots. À la considérer du haut de ma tombe, ma naissance m'apparut comme un mal nécessaire, comme une incarnation tout à fait provisoire qui préparait ma transfiguration. Pour renaître, il fallait écrire. Pour écrire, il fallait un cerveau, des yeux, des bras. Le travail terminé, ces organes se résorberaient d'eux-mêmes. Aux environs de 1955, une larve éclaterait, 25 papillons in folio s'en échapperaient, battant de toutes leurs pages pour s'aller poser sur un rayon de la Bibliothèque nationale. Ces papillons ne seraient autres que moi. Moi, 25 tomes, 18 000 pages de texte, 300 gravures dont le portrait de l'auteur. Mes os sont de cuir et de carton, ma chair parcheminée sans la colle et le champignon. À travers 60 kilos de papier, je me carre, tout à l'aise. Je renais, je deviens enfin tout un homme, pensant, parlant, chantant, tonitruant, qui s'affirme avec l'inertie péremptoire de la matière. On me prend, on m'ouvre, on m'étale sur la table, on me lisse du plat de la main et parfois on me fait craquer. Je me laisse faire et puis tout à coup je fulgure, j'éblouis, je m'impose à distance. Mes pouvoirs traversent l'espace et le temps, foudroient les méchants, protègent les bons. Nul ne peut m'oublier, ni me passer sous silence. Je suis un grand fétiche maniable et terrible. Ma conscience est en miettes, tant mieux. D'autres consciences m'ont pris en charge. On me lit. Je saute aux yeux. On me parle. Je suis dans toutes les bouches, langue universelle et singulière. Dans des millions de regards, je me fais curiosité prospective. Pour celui qui sait m'aimer, je suis son inquiétude la plus intime. Mais s'il veut me toucher, je m'efface et disparais. Je n'existe plus nulle part. Je suis enfin. Je suis partout. Parasite de l'humanité, mes bienfaits la rongent et l'oblige sans cesse à ressusciter mon absence. Ce tour de passe-passe réussit. J'ensevelis la mort dans le linceul de la gloire. Je ne pensais plus qu'à celle-ci, jamais à celle-là, sans m'aviser que les deux n'étaient qu'une. À l'heure où j'écris ces lignes, je sais que j'ai fait mon temps, à quelques années près. Or, je me représente clairement, sans trop de gaieté, la vieillesse qui s'annonce et ma future décrépitude, la décrépitude et la mort de ce que j'aime. Ma mort, jamais. Il m'arrive de laisser entendre à mes proches, dont certains ont 15, 20, 30 ans de moins que moi, combien je regretterais de leur survivre. Ils me moquent, et je ris avec eux, mais rien n'y fait. Rien n'y fera. À l'âge de 9 ans, une opération m'a ôté les moyens d'éprouver un certain pathétique, qu'on dit propre à notre condition. 10 ans plus tard, à l'école normale, ce pathétique réveillait en sursaut, dans l'épouvante ou dans la rage, quelques-uns de mes meilleurs amis. Je ronflais comme un sonneur. Après une grave maladie, l'un d'eux nous assurait qu'il avait connu les affres de l'agonie, jusqu'au dernier soupir inclusivement. Nizan était le plus obsédé. Parfois, en pleine veille, il se voyait cadavre. Il se levait, les yeux grouillants de verre, prenait en tâtonnant son borsalino à coiffe ronde, disparaissait. On le retrouvait le surlendemain, saoul, avec des inconnus. Quelquefois, dans une turne, ces condamnés se racontaient leurs nuits blanches, leurs expériences anticipées du néant. Ils s'entendaient au quart de mot. Je les écoutais. Je les aimais assez pour souhaiter passionnément leur ressembler. Mais j'avais beau faire. Je ne saisissais et je ne retenais que des lieux communs d'enterrement. On vit, on meurt, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. 1 heure avant la mort, on est encore vivant. Je ne doutais pas qu'il y eût dans leurs propos un sens qui m'échappait. Je me taisais, jaloux, en exil. À la fin, ils se tournaient vers moi, agacés d'avance. « Toi, ça te laisse froid. » J'écartais les bras, en signe d'impuissance et d'humilité. Ils riaient de colère, éblouis par la foudroyante évidence qu'ils n'arrivaient pas à me communiquer. Tu ne t'es jamais dit, en t'endormant, qu'il y avait des gens qui mouraient pendant leur sommeil? Tu n'as jamais pensé, en te brossant les dents, cette fois ça y est, c'est mon dernier jour? Tu n'as jamais senti qu'il fallait aller vite, 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 et que le temps manquait? Tu te crois immortel? Je répondais, moitié par défi, moitié par entraînement, ben c'est ça, je me crois immortel. Rien n'était plus faux. Je m'étais prémuni contre les décès accidentels, voilà tout.
Le Saint-Esprit m'avait commandé un ouvrage de longue haleine. Il fallait bien qu'il me laissât le temps de l'accomplir. Mort d'honneur, c'était ma mort qui me protégeait contre les déraillements, les congestions, la péritonite. Nous avions pris date, elle et moi. Si je me présentais au rendez-vous trop tôt, je ne l'y trouverais pas. Mes amis pouvaient bien me reprocher de ne jamais penser à elle. Ils ignoraient que je ne cessais pas une minute de la vivre. Aujourd'hui, je leur donne raison. Ils avaient tout accepté de notre condition, même l'inquiétude. J'avais choisi d'être rassuré. Et c'était bien vrai, au fond, que je me croyais immortel. Je m'étais tué d'avance parce que les défunts sont seuls à jouir de l'immortalité. Nizan et Maheu savaient qu'ils feraient l'objet d'une agression sauvage, qu'on les arracherait du monde tout vif, plein de sang. Moi, je me mentais. Pour ôter à la mort sa barbarie, j'en avais fait mon but et, de ma vie, l'unique moyen connu de mourir. J'allais doucement vers ma fin, n'ayant d'espoir et de désir que ce qu'il en fallait pour remplir mes livres, sûr que le dernier élan de mon cœur s'inscrirait sur la dernière page du dernier tome de mes œuvres et que la mort ne prendrait qu'un mort. Nizan regardait à 20 ans les femmes et les autos, tous les biens de ce monde, avec une précipitation désespérée. Il fallait tout voir, tout prendre tout de suite. Je regardais aussi, mais avec plus de zèle que de convoitise. Je n'étais pas sur terre pour jouir, mais pour faire un bilan. J'étais un peu trop commode. Par timidité d'enfant trop sage, par lâcheté, j'avais reculé devant les risques d'une existence ouverte, libre et sans garantie providentielle. Je m'étais persuadé que tout était écrit d'avance, mieux encore, révolu. Évidemment, cette opération frauduleuse m'épargnait la tentation de m'aimer. Menacé d'abolition, chacun de mes amis se barricadait dans le présent, découvrait l'irremplaçable qualité de sa vie mortelle et se jugeait touchant, précieux, unique. Chacun se plaisait à soi-même. Moi, le mort, je ne me plaisais pas. Je me trouvais très ordinaire, plus ennuyeux que le grand Corneille, et ma singularité de sujet n'offrait d'autre intérêt à mes yeux que de préparer le moment qui me changerait en objet. En étais-je plus modeste? Non, mais plus rusé. Je chargeais mes descendants de m'aimer à ma place. Pour des hommes et des femmes qui n'étaient pas encore nés, j'aurais un jour du charme, un je ne sais quoi. Je ferais leur bonheur. J'avais plus de malice encore et plus de sournoiserie. Cette vie que je trouvais fastidieuse et dont je n'avais su faire que l'instrument de ma mort, je revenais sur elle en secret pour la sauver. Je la regardais à travers des yeux futurs et elle m'apparaissait comme une histoire touchante et merveilleuse que j'avais vécue pour tous, que nul, grâce à moi, n'avait plus à revivre et qu'il suffirait de raconter. J'y mis une véritable frénésie. Je choisis pour avenir un passé de grands morts et j'essayais de vivre à l'envers. Entre 9 et 10 ans, je devins tout à fait posthume. Ce n'est pas entièrement ma faute. Mon grand-père m'avait élevé dans l'illusion rétrospective. Lui non plus d'ailleurs, il n'est pas coupable et je suis loin de lui en vouloir. Ce mirage-là naît spontanément de la culture. Quand les témoins ont disparu, le décès d'un grand homme cesse à jamais d'être un coup de foudre. Le temps en fait un trait de caractère. Un vieux défunt est mort par constitution. Il l'est au baptême, ni plus ni moins qu'à l'extrême onction. Sa vie nous appartient. Nous y entrons par un bout, par l'autre, par le milieu. Nous en descendons, nous en remontons le cours à volonté. C'est que l'ordre chronologique a sauté. Impossible de le restituer. Ce personnage ne court plus aucun risque et n'attend même plus que les chatouillements de sa narine aboutissent à la sternutation. Son existence offre les apparences d'un déroulement, mais dès qu'on veut lui rendre un peu de vie, elle retombe dans la simultanéité. Vous aurez beau vous mettre à la place du disparu, feindre de partager ses passions, ses ignorances, ses préjugés, ressusciter des résistances abolies, un soupçon d'impatience ou d'appréhension, vous ne pourrez vous défendre d'apprécier sa conduite à la lumière de résultats qui n'étaient pas prévisibles et de renseignements qu'il ne possédait pas, ni de donner une solennité particulière à des événements dont les effets plus tard l'ont marqué, mais qu'il a vécu négligemment. Voilà le mirage, l'avenir plus réel que le présent. Cela n'étonnera pas. Dans une vie terminée, c'est la fin qu'on tient pour la vérité du commencement. Voilà, maintenant le 4e. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini.
Ah bah, pour ceux qui s'en vont, c'est fini, mais... Oh, je pardonne à toutes les personnes debout. Je comprends très bien. Voilà mon commencement. Je fuyais. Des forces extérieures ont modelé ma fuite et m'ont fait. À travers une conception périmée de la culture, la religion transparaissait, qui servit de maquette. Enfantine, rien n'est plus proche d'un enfant. On m'enseignait l'histoire sainte, l'évangile, le catéchisme sans me donner les moyens de croire. Le résultat fut un désordre qui devint mon ordre particulier. Il y eut des plissements, un déplacement considérable. Prélevé sur le catholicisme, le sacré se déposa dans les belles lettres, et l'homme de plume apparut, ersatz du chrétien que je ne pouvais être. Sa seule affaire était le salut. Son séjour ici-bas n'avait d'autre but que de lui faire mériter la béatitude posthume par des épreuves dignement supportées. Le trépas se réduisit à un rite de passage et l'immortalité terrestre s'offrit comme substitut de la vie éternelle. Pour m'assurer que l'espèce humaine me perpétuerait, on convint dans ma tête qu'elle ne finirait pas. M'éteindre en elle, c'était naître et devenir infini. Mais si l'on émettait devant moi l'hypothèse qu'un cataclysme pût un jour détruire la planète, fût-ce dans 50 000 ans, je m'épouvantais. Aujourd'hui encore, désenchanté, je ne peux penser sans crainte au refroidissement du soleil. Que mes congénères m'oublient au lendemain de mon enterrement, peu m'importe. Tant qu'ils vivront, je les hanterai, insaisissables, innommés, présentes en chacun comme sont en moi les milliards de trépassés que j'ignore et que je préserve de l'anéantissement. Mais que l'humanité vienne à disparaître, elle tuera ses morts pour de bon. Le mythe était fort simple et je le digérais sans peine. Protestant et catholique, ma double appartenance confessionnelle me retenait de croire aux saints, à la Vierge et finalement à Dieu, tant qu'on les appelait par leur nom. Mais une énorme puissance collective m'avait pénétré. Établie dans mon cœur, elle guettait. C'était la foi des autres. Il suffit de débaptiser et de modifier en surface son objet ordinaire. Elle le reconnut sous les déguisements qui me trompaient, se jeta sur lui, l'enserra dans ses griffes. Je pensais me donner à la littérature quand, en vérité, j'entrais dans les ordres. En moi, la certitude du croyant le plus humble devint l'orgueilleuse évidence de ma prédestination. Prédestiné, pourquoi pas? Tout chrétien n'est-il pas un élu? Je poussais, herbe folle, sur le terreau de la catholicité. Mes racines en pompaient les sucs et j'en faisais ma sève. De là vint cet aveuglement lucide dont j'ai souffert 30 années. Un matin, en 1917, à La Rochelle, j'attendais des camarades qui devaient m'accompagner au lycée. Il tardait, bientôt je ne sus plus qu'inventer pour me distraire, et je décidai de penser au Tout-Puissant. À l'instant, il dégringola dans l'azur et disparut sans donner d'explication. Il n'existe pas, me dis-je, avec un étonnement de politesse, et je crus l'affaire réglée. D'une certaine manière, elle l'était, puisque jamais, depuis, je n'ai eu la moindre tentation de le ressusciter. Mais l'autre restait, l'invisible, le Saint-Esprit, celui qui garantissait mon mandat et régentait ma vie par de grandes forces anonymes et sacrées. De celui-là, j'eus d'autant plus de peine à me délivrer qu'il s'était installé à l'arrière de ma tête dans les notions trafiquées dont j'usais pour me comprendre, me situer et me justifier. Écrire, ce fut longtemps demander à la mort, à la religion, sous un masque, d'arracher ma vie au hasard. Je fus d'église. Militant, je voulus me sauver par les œuvres. Mystique, je tentai de dévoiler le silence de l'être par un bruissement contrarié de mots, et surtout, je confondis les choses avec leurs noms. C'est croire. J'avais la berlue.
Tant qu'elle dura, je me tins pour tirer d'affaire. Je réussis à 30 ans ce beau coup d'écrire dans la nausée, bien sincèrement, on peut me croire, l'existence injustifiée, saumâtre de mes congénères et mettre la mienne hors de cause. J'étais Roquentin. Je montrais en lui, sans complaisance, la trame de ma vie. En même temps, j'étais, moi, l'élu, analyste des enfers, photomicroscope de verre et d'acier penché sur mes propres sirops protoplasmiques. Plus tard, j'exposai gaiement que l'homme est impossible. Impossible moi-même, je ne différais des autres que par le seul mandat de manifester cette impossibilité qui, du coup, se transfigurait, devenait ma possibilité la plus intime, l'objet de ma mission, le tremplin de ma gloire. J'étais prisonnier de ces évidences, mais je ne les voyais pas. Je voyais le monde à travers elles. Truqué jusqu'à l'os et mystifié, j'écrivais joyeusement sur notre malheureuse condition. Dogmatique, je doutais de tout, sauf d'être l'élu du doute. Je rétablissais d'une main ce que je détruisais de l'autre, et je tenais l'inquiétude pour la garantie de ma sécurité. J'étais heureux. J'ai changé. Je raconterai plus tard quels acides ont rongé les transparences déformantes qui m'enveloppaient, quand et comment j'ai fait l'apprentissage de la violence, découvert ma laideur, qui fut pendant longtemps mon principe négatif, la chaux vive où l'enfant merveilleux s'est dissous. Par quelle raison je fus amené à penser systématiquement contre moi-même, au point de mesurer l'évidence d'une idée au déplaisir qu'elle me causait. L'illusion rétrospective est en miettes. Martyr, salut, immortalité, tout se délabre. L'édifice tombe en ruine. J'ai pincé le Saint-Esprit dans les caves et je l'en ai expulsé. L'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. Je crois l'avoir menée jusqu'au bout. Je vois clair. Je suis désabusé. Je connais mes propres tâches. Je mérite sûrement un prix de civisme. Depuis à peu près 10 ans, je suis un homme qui s'éveille, guéri d'une longue, amère et douce folie, et qui n'en revient pas, et qui ne peut se rappeler sans rire ses anciens errements, et qui ne sait plus que faire de sa vie. Je suis redevenu le voyageur sans billet que j'étais à 7 ans. Le contrôleur est entré dans mon compartiment. Il me regarde, moins sévère qu'autrefois. En fait, il ne demande qu'à s'en aller, qu'à me laisser finir le voyage en paix, que je lui donne une excuse valable, n'importe laquelle, il s'en contentera. Malheureusement, je n'en trouve aucune. Et d'ailleurs, je n'ai même pas l'envie d'en chercher. Nous resterons en tête à tête, dans le malaise, jusqu'à Dijon, où je sais fort bien que personne ne m'attend. J'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué. J'écris toujours. Que faire d'autre? Nulla dies sine linea. C'est mon habitude et puis c'est mon métier. Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée. À présent, je connais mon impuissance. N'importe. Je ferai des livres. Il en faut. Cela sert tout de même. La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Du reste, ce vieux bâtiment ruineux, mon imposture, c'est aussi mon caractère. On se défait d'une névrose, mais on ne se guérit pas de soi. Usé, effacé, humilié, rencoigné, passé sous silence, tous les traits de l'enfant sont restés chez le quinquagénaire. La plupart du temps, ils s'aplatissent dans l'ombre, ils guettent. Au premier instant d'inattention, ils relèvent la tête et pénètrent dans le plein jour sous un déguisement. Je prétends sincèrement n'écrire que pour mon temps, mais je m'agace de ma notoriété présente. Ce n'est pas la gloire, puisque je vis, et cela suffit pourtant à démentir mes vieux rêves. Serait-ce que je les nourris encore secrètement? Pas tout à fait. Je les ai, je crois, adaptés. Puisque j'ai perdu mes chances de mourir inconnu, je me flatte quelquefois de vivre méconnu. Chrysélidis, pas morte. Pardailleur m'habite encore. Et Strogoff. Je ne relève que d'eux, qui ne relèvent que de Dieu, et je ne crois pas en Dieu. Allez vous y reconnaître. Pour ma part, je ne m'y reconnais pas, et je me demande parfois si je ne joue pas à qui perd gagne, et ne m'applique à piétiner mes espoirs d'autrefois pour que tout me soit rendu au centuple. En ce cas, je serais Philoctète, magnifique et puant. Cet infirme a donné jusqu'à son arc sans condition, mais souterrainement, on peut être sûr qu'il attend sa récompense.
Laissons cela. Mamie dirait « Glissez, mortel, n'appuyez pas ». Ce que j'aime en ma folie, c'est qu'elle m'a protégé du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver. Rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne, sans équipement, sans outillage. Je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.